La semaine dernière, pas grand-chose et cette semaine, beaucoup trop de choses. Du top 14, de l'équipe de France, de la Formule 1 à un horaire plutôt sympa, pas du tout. Du football, en veux-tu, en voilà. Et tout ça, on en parle cette semaine sur Papier Bulle. Comment ça va, Bulle? Ça va très, très bien et toi? Papier finalement, c'est ton prénom. Eh oui, finalement, on est que deux, hein, c'est pas compliqué. C'est vrai. Bah écoute, ça va très très bien. Écoute, on va attaquer directement parce que, comme on l'a dit, voilà, la semaine dernière, pas grand-chose, mais cette semaine, beaucoup de sujets. Enfin, en tout cas, un petit peu plus. Donc, on va attaquer tout de suite avec les sports méca. Je vois qu'on a noté en premier, alors voilà, pour le mentionner quand même parce que c'est important, la victoire et au championnat du monde de F1 Academy de Dorian Pain, notre française, sponsorisée par Mercedes, qui voilà, a gagné cette semaine à Las Vegas. Exactement, exactement. L'année dernière, première saison de F1 Academy qui se battait déjà pour le titre, bon remporté par Abby Pulling du coup. Mais cette année, voilà, elle a réussi à battre Maya Veug, je crois, Oui. pilote Ferrari en gros. Voilà. Ben Donc à oui, voilà. savoir que effectivement, il n'y a pas de, enfin genre, tu gagnes en F1 Academy, tu ne restes pas en F1 Academy quoi. Bah, Donc à voir où comme elle en va aller. F2. Comme en F2 Comment finalement. F2 exactement, ouais, exactement. Bah écoute, moi j'aimerais la voir en F3. Elle a quand même le soutien de Merco, qui est un vrai soutien pour le coup, pas comme, enfin, je vais pas dire comme, comme Alpine avec Abby Pulling, mais la Merco, ils en font, voilà, ils essaient quand même de la mettre en avant et tout. Donc et puis même pour leur image, je sais que, comment elle s'appelle là, j'ai perdu son prénom, Suzy Wolf, la femme de Toto Wolff, est pas mal impliquée justement dans la F1 Academy et pour notamment l'arrivée de plusieurs femmes dans le sport mécanique de haut niveau. J'espère bien pouvoir la voir sur la Formule 3 la saison prochaine, ce serait plutôt pas mal. Bah ouais, ce serait trop cool. Franchement, ce serait trop bien. On va attaquer avec le vif du sujet et cette course à Las Vegas ce week-end. Cette course a un horaire, comme je le disais dans l'introduction, plutôt sympathique, pas du tout, hein, une course tôt, beaucoup trop tôt, mais extrêmement tôt. Il ne faut pas faire ça, la Formule 1. Qui fait des courses qui se passent à 5 heures du mat sur le vieux continent? Qui fait ça? Bah vous. Ah oui. Sachant qu'eux, ils ont piloté le samedi, hein. Ouais, ouais, mais eux, ils ont piloté le samedi. Alors, en vrai, c'est pas mal parce que je crois qu'ils pilotaient très tard Enfin, c'était vraiment relativement très tard pour eux sur la dernière saison. Donc là, déjà, c'est 2 heures en moins. Donc c'est pas plus mal pour eux, mais alors et puis c'est fait exprès pour avoir une course de nuit à Vegas. C'est sûr qu'une course de jour à Vegas, ce serait très moche. Déjà qu'en vrai, c'est pas si beau que ça en pleine journée parce qu'on voit rien. Enfin en pleine nuit, je veux dire parce qu'on voit pas grand-chose. Mais bon voilà, donc une course, une qualif à 5 heures samedi matin et une course à 5 heures dimanche matin. Et ben écoutez, il fallait être en forme et il fallait se réveiller plutôt très tôt. Voilà. Alors, C'est ça. petit débrief de ce qui s'est passé ce week-end. On a eu donc la qualif, comme je disais, samedi matin, très tôt. Norris premier, Verstappen deuxième et Sainz une qualif. Mais alors, une qualif avec un temps, alors un temps pas si catastrophique que ça, parce qu'au final, il pleuvait plus tant que ça pendant la qualif, mais une piste et surtout une semaine de pluie catastrophique. Enfin, vraiment, voilà, une météo vraiment horrible du côté de Las Vegas. Donc, un circuit détrempé avec de l'eau qui a du mal à s'évacuer de la piste et donc une espèce de qualif catastrophe en fait, enfin voilà, avec des drapeaux jaunes en voiture, voilà, on se croirait avec un effet stroboscopique, le drapeau jaune c'était drapeau jaune de 2 secondes, ça sortait, drapeau jaune de 2 secondes, ça sortait, enfin c'était que ça de toute façon. Pas de gros accidents au final quand même, à part Alex Albon, je crois qu'il va taper quand même, qui va taper, mais je crois que sinon pas trop de gros accidents, une qualif quand même un peu chamboulée, bah du coup voilà, Albon qui tape, mais Sainz qui fait la troisième place de cette qualif, Hamilton 20e, aucun rythme, pas du tout de grippe, incapable de faire fonctionner les pneus pluie sur la Ferrari. Voilà, ça ne marchait, mais alors absolument pas du tout. Enfin, de toute façon, voilà, au vu du résultat 20e, qui est compliqué. Troisième Q3 d'affilée pour Pierre Gasly. Pierre Gasly qui, si je ne m'abuse, partait non, troisième là, il y a 2 ans à Las Vegas, deuxième l'année dernière, Oui. et qui du coup, voilà, là, quand tu lui as posé la question au micro de Canal+, nous disait, bon, bah, on va peut-être réitérer et faire la suite logique des choses. Bon, la P1 pour Gasly, on n'y croyait pas trop, mais quand même, une Q3, une troisième Q3 d'affilée, bon, dans des conditions particulières. Et donc voilà, et donc on a un départ de Grand Prix dimanche matin à 5 heures. Et donc, si on attaque tout de suite le premier tour et le premier virage, parce qu'il s'en est passé des choses, on a donc un Norris très agressif qui vient tout de suite refermer à l'intérieur dès l'impulsion pour fermer la porte à Verstappen qui aurait pu donc voilà s'infiltrer sur le premier virage à gauche. Malheureusement, Norris vient très fort et freine beaucoup trop tard en emmenant beaucoup trop de vitesse, donc se retrouve complètement sur l'extérieur. Et donc il se fait dépasser par Verstappen et par Russell, je crois, qui avait déjà dépassé Sainz, je crois, derrière. Donc on se retrouve avec voilà, Norris troisième après la sortie du premier virage. Beaucoup trop d'agressivité. Il est revenu vraiment fort, je trouve, sur Verstappen. Enfin, il a vraiment fermé la porte. Ouais. Enfin, si Verstappen il y mettait pas du sien, il y avait plus d'aileron et plus de roue arrière pour Norris, à mon avis, hein. C'est que vraiment. Mais
c'est comme ça, c'est le premier, enfin ça se fait. Sur ça, j'ai pas de souci. Et on a derrière un petit Liam Lawson bien qualifié en 6e place, qui a décidé qu'il allait réimaginer la piste. Voilà, il a dit tout droit, c'est sympa. Donc il fait un plongeon suicidaire au possible, Liam Lawson, qui va taper je sais plus qui, mais enfin voilà, c'est globalement le gros carambolage. Enfin, il y en a deux parce qu'il y en a un aussi en fond de grille, mais en tout cas voilà à Je l'avant. crois. Ouais, bah oui, oui, il tape Piastri, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, ouais. Et Piastri d'ailleurs qui a pas trop de dégâts, on se demande comment, parce que Lawson est vraiment venu s'encastrer dans lui, quoi. Enfin, il est arrivé avec Ouais. une vitesse folle. Donc Piastri quand même voilà, Piastri ça doit lui faire des souvenirs un peu sympas parce que bon, effectivement il y a 2 semaines ou il y a la semaine dernière, c'est lui qui rentre dans quelqu'un, pas du tout sur le même type de tentative, hein. C'est un truc un peu non maîtrisé, mais quand même il y avait la place d'y aller, ça se referme sur lui, il prend 10 secondes, bah là il y a quelqu'un qui vient lui défoncer sa bagnole sur le côté, genre un truc non maîtrisé, voilà, il n'y a pas de pénalité. Alors moi j'ai quand même envie de dire un truc, c'est qu'on nous explique qu'il y a cette fameuse règle du premier tour où on essaie d'être un peu indulgent. J'entends, quand il s'agit de voitures qui glisse un petit peu, les pneus sont froids, que voilà, on a un peu de comment ça s'appelle? Enfin que les voitures glissent en fait, voilà, se laissent un peu déporter sur les côtés et que on voit que c'est pas la faute du pilote, qu'il y a beaucoup de mouvements, qu'on essaie d'éviter d'autres voitures devant et qu'on rentre dans des gens. Ok, là, Liam Lawson fait une tentative complètement conne, il fait n'importe quoi. Jusqu'à quel point en fait va ce niveau d'indulgence du premier tour? Ce sera quoi la prochaine fois? Ce sera un mec qui va faire, je sais pas, on sera dans Cars, il va décider d'envoyer son collègue dans le mur, le mec va sortir avec 3 cervicales en moins, mais ce sera ok parce que c'est le premier tour. Alors moi j'entends qu'on me dise que c'est le premier tour, faut pas que ça devienne la foire à la saucisse non plus. Bah, surtout quand d'un week-end à l'autre, c'est jugé différemment. Alors on avait dit que chaque week-end ça changeait, etc. Enfin, ça alternait très, 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 très souvent de directeur de course, etc. Mais bon, faut pas non plus que ça devienne une course jugée par le directeur de course en fonction des week-ends, quoi. Faut pas que ce soit au bon vouloir du directeur de course à chaque fois, quoi. En fait, c'est-à-dire faut une certaine constance, etc. Ce qu'il n'y a pas du tout cette année et qu'il n'y a pas eu cette année. Il faut, comme on le disait de toute façon, hein, on l'a déjà dit, mais il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup moins de directeurs de course différents dans l'année, quoi. Beaucoup moins que ça. Parce Beaucoup que moins il faut. et un collectif finalement, un truc où voilà, où Ouais, ouais, il y a c'est ça. plusieurs mecs qui prennent les décisions. C'est ça, qu'on a un collège qui soit toujours des mêmes gars, quoi. C'est C'est ça. tout. Quitte à ce qu'ils soient 3 ou 4 genre au même niveau décidés, mais. Ouais, ouais, ou que ça tourne chaque week-end et que genre tenais un principal et deux en dessous, mais que ce soit genre trois mecs, les trois mêmes mecs pendant toute la saison, quoi. Ah ouais, c'est ça. Donc voilà, donc là effectivement, Piastri, bon, bah, je pense que lui vraiment cette saison, le pauvre, c'est-à-dire que il lui est arrivé des trucs qui, que lui-même a fait. Quand c'est lui qui le fait, il prend 10 secondes de pénalité ou il se fait bien sanctionner. Quand ça lui arrive à lui, le mec qui lui a fait ne prend pas de pénalité. Bon, écoutez, j'ai envie de dire que voilà, c'est à l'image de toute la saison de toute façon que ce soit ce qui s'est passé en interne chez McLaren, de ce qui s'est passé au niveau de la FIA avec Piastri, c'est-à-dire que voilà, globalement, cette saison, elle n'était pas pour lui. J'espère que voilà, qu'à un moment on sera peut-être indulgent avec lui aussi quand même. Enfin, le mec c'est sa troisième saison, il se bat pour le titre. Bon voilà quoi. À un moment, va falloir être un petit peu indulgent avec notre ami Oscar Piastri. Donc voilà. Donc le résultat final de la course, on se retrouve avec Verstappen et Russell qui ont globalement fait la course en tête. Il s'est pas passé non plus des folies pendant la course, hein. Globalement, donc voilà. Et donc Norris qui finit troisième et Piastri qui finit, je crois, sixième à la fin. Deuxième Norris. Deuxième Norris. Ah oui, deuxième Norris qui finit par passer devant Russell avec l'undercut, il me semble peut-être. Et finalement, DSQ, donc disqualification dont on va en parler un petit peu, des deux McLaren pour donc une épaisseur de plancher qui n'était pas respectée. À noter que donc, c'est la sixième disqualification, enfin c'est la cinquième et sixième disqualification pour cette raison-là depuis le début de la saison. On avait eu notamment Hamilton, je ne sais plus à quelle course, on a eu Hülkenberg, on a eu Leclerc et j'ai oublié la dernière. Peut-être Albon, mais je veux pas dire de bêtises. Bref, et donc voilà, j'ai quand même vu des rapports pour voir un petit peu. Globalement, cette décision-là, bon, au final, le résultat est le bon et la décision prise par la FIA est la bonne. Mais cette partie du règlement, elle est noire ou blanche. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. La planche de sol doit faire une certaine épaisseur, le plancher doit faire une certaine épaisseur. En dessous de cette épaisseur, la voiture est disqualifiée. C'est pas plus compliqué. Il n'y a pas une tolérance de 1 mm, je sais pas quoi. C'est noir ou blanc. Donc globalement, cette décision, quand il s'agit des autres pilotes, elle a été prise très très rapidement, hein. Hamilton, 23 minutes, hein, je crois, pour avoir la disqualification après je sais plus quel Grand Prix. Bon, là, ce week-end, il a fallu plus de 2h30 pour qu'on nous explique que les McLaren étaient disqualifiés.
Encore une fois, j'ai l'impression que, quand il s'agit de la tête du championnat, bah, on fait pas les choses, de la bonne manière. En tout cas, à la FIA, vraiment, il y a 2 poids 2 mesures suivant, où est-ce que tu te trouves dans le championnat. C'était potentiellement le cas, quand, il y a eu le cas Verstappen, Hamilton, voilà, on va pas revenir dessus, c'est bien trop vieux. Mais, toujours est-il que la FIA n'apprend pas de ses erreurs et la FIA continue de nous montrer qu'ils ne veulent pas prendre les mêmes décisions en fonction de l'enjeu qu'il y a au championnat. On est dans un sport, le sportif prime sur le spectacle, il y a un moment les règles sont écrites et cette règle-là est bien écrite parce qu'elle ne laisse pas de place à l'interprétation. C'est dommage, vous en avez pas beaucoup des règles comme ça, profitez-en. Alors pourquoi ça a été si compliqué d'appliquer cette règle? Bah, surtout que et c'est le problème dans beaucoup de sports en réalité, hein, c'est que, les personnes, enfin les personnes, les joueurs, les équipes, peu importe, qui sont, meilleures que d'autres, au top niveau, on va dire, qui sont un peu plus influentes que d'autres, sont souvent soit avantagées, soit sont souvent je sais pas comment dire, mais On les genre, regarde pas pareil en fait, il y a une espèce c'est d'indulgence. voilà, c'est exactement ça. Alors du coup, au final, la décision va quand même à leur encontre, c'est pas le souci, mais effectivement, le problème que c'est mis, 2 heures et demie à choisir ça, alors que c'est pas compliqué de calculer, je veux dire, enfin de prendre une mesure quoi. Bah, c'est beaucoup trop. Mais bon, ça le problème, on l'a malheureusement dans beaucoup trop de sports, y compris du coup la F1, ça en fait partie. C'est sûr que si c'était une décision pour, du plancher, pour Colapinto, la décision elle aurait été beaucoup plus rapide, je Ah pense. bah crois-moi qu'en 20 minutes on savait que, enfin même peut-être même 5 minutes après la course, on savait s'il était plus là, hein, c'est rapide, hein. Ouais, ouais, bah, c'est ça le problème. Donc voilà. Quelque chose d'autre aussi à la course, bon, pauvre Alex Albon qui a eu un week-end compliqué, hein, donc je le disais son aileron cassé, donc en qualification et pas de radio pendant la course et donc du coup à un moment il pète son aileron, ou il se fait péter son aileron, je sais plus, j'ai plus, voilà. Il était très tôt, d'accord, donc vous serez indulgents. Mais donc voilà, qui se retrouve avec un aileron pété et qui arrive au stand et en fait on a l'écurie a pas capté qu'il avait son aileron pété. Je sais pas, ils ont pas vu. Ouais. Et du coup, bah, vu qu'il a pas de radio, il peut pas leur dire et donc du coup, il s'arrête au stand et vraiment il sort ses mains de genre il passe ses mains à travers le halo en mode vraiment putain, il monte son aileron parce que du coup, bah, il y a pas d'aileron de près, donc du coup, il change juste les pneus et un tour après, bah, il se re-arrête au stand et il lui change son aileron parce qu'ils avaient pas vu que l'aileron était pété. Donc pauvre Alex Albon, malheureusement, bon, bah, voilà, il avait pas de radio donc et l'écurie, je Ouais. sais pas, dormait peut-être, il était trop tard pour eux donc ils ont pas vu. Donc voilà. Au final, cette disqualification des McLaren, ça nous donne quand même une belle relance pour les 3 dernières courses, hein. Donc avec Norris toujours en tête avec 390 points et Piastri et Verstappen à égalité de points à 366 points, 24 points derrière Norris en tête du championnat. Pour l'instant, c'est Piastri qui est devant à la faveur de plus de victoires et plus de podiums, il me semble. Mais donc voilà, on a les 2 pilotes qui sont à portée finalement, toujours de Lando Norris. Il reste, 2 grands prix dont un grand prix avec une course sprint. Il reste, 58 points ou 54 points, je ne sais plus, à attribuer, aux 1ers. Enfin en tout cas, à ceux qui au maximum quoi. Donc rien n'est fait, rien n'est fait. Est-ce que la course, enfin est-ce que le championnat pilote va encore se jouer sur la dernière course? Ce serait, une nouvelle saison fantastique et il y a un pilote qui se trouve troisième actuellement, mais qui a l'expérience, qui a déjà vécu cette situation, et c'est Max Verstappen. C'est ça. Et ouais, il a déjà vécu, il connaît très bien ce genre de situation, il l'a déjà vécu, bah, pour son premier titre et encore il était pas champion à ce moment-là. Là, en plus, il est champion et déjà 4 fois? 4 fois, hein? Oui, 4 Ouais, fois? ouais, bien sûr. Oui, 4 fois. Donc donc attention. Attention en réalité, hein, parce que là, il y a que 24 points, comme tu dis, 24 points, c'est, bah, 1 victoire à 0-0 quoi. Donc en fait, sur un grand prix, je veux dire, hein, pas sur une course sprint. Donc ça peut aller très vite et on connaît le gaillard, quoi. Et moi, celui qui me fait le plus peur dans l'histoire, c'est Verstappen plutôt que Piastri, évidemment. Enfin, Ah ouais, pour, ouais, Norris, je veux dire. bien sûr. Donc j'ai trop hâte. J'ai trop Et hâte de on voir. va pas se mentir que ce serait quand même très drôle. Alors, les fans de Norris nous en voudront, mais si Norris finit Bien troisième au sûr. championnat avec devant lui, au final, Piastri et Verstappen, et surtout Verstappen premier, McLaren qui n'arrive pas à faire le titre pilote, et Norris qui finit troisième, ce serait quand même vraiment un gros pied de nez de Verstappen et de Red Bull quand même, Ah hein. ah oui, ah énorme, énorme, énorme. Donc c'est pour ça j'ai d'un côté, j'ai vraiment envie, que Verstappen, gagne parce que, bah, il est trop fort de ce côté-là. De l'autre côté, je me dis: «Bon, ce serait mérité qu'une McLaren gagne aussi», tu vois? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, ils pourront s'en prendre qu'eux-mêmes avec la Ah disqualification, oui, avec voilà, cette balance qui a changé en passant d'un pilote à l'autre. S'ils avaient favorisé un pilote, peut-être qu'il y en aurait un qui aurait beaucoup plus de points d'avance. Je dis pas lequel, mais voilà, vous avez compris. Donc voilà, ils pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes, je pense aussi.
Ouais. Donc voilà pour ce Grand Prix de Las Vegas. Et à noter autre chose, j'ai vu, je crois que c'est Hydro, donc avec Tirov qui a mis ça tout à l'heure, et j'en avais déjà entendu parler. Il y aurait une rumeur de Charles Leclerc qui potentiellement pourrait quitter Ferrari en 2027. Alors c'est une rumeur, voilà, on en fait ce qu'on en veut, c'est la fin Ouais. de la saison, pour rejoindre le projet Aston Martin. Heu, alors franchement, moi je pourrais non, non, mais moi je pourrais y croire parce que le projet Aston Martin, c'est quand même un projet qui a de la gueule parce que depuis l'année dernière, ils ont la soufflerie et en même temps que la soufflerie, ils ont l'arrivée d'Adrian Newey. Il y a la nouvelle réglementation qui arrive. Le projet Aston Martin, vu le pognon qui est injecté dedans, c'est pas un projet qui est déconnant. Et on voit qu'on a déjà vu qu'ils arrivent en début de saison à produire des bonnes bagnoles. Après, ce qui pêche, c'est le développement. Avec un mec comme Adrian Newey, le développement, croyez-moi bien, ça pêchera plus. Non. Donc voilà, pourquoi pas? Moi je pourrais y croire. Le seul problème que je vois là-dedans, c'est que si Charles Leclerc rejoint Aston Martin, on sait tous très bien qui c'est qui va aller remplacer. Il va aller remplacer le bon vieux Fernand. Et que je crois qu'Aston Martin, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que effectivement, ils peuvent avoir un bon duo de pilotes s'ils recrutent Charles Leclerc, mais que c'est pas ça le duo de pilotes qu'il faut avoir. C'est pas Leclerc-Stroll, hein. Attention, vous n'avez pas compris. Le duo de pilotes qu'il faut avoir, c'est Leclerc-Alonso. Il est là, votre duo de pilotes, d'accord? Donc Papa Stroll, on t'aime beaucoup, c'est bien, mais ton fiston, il s'en va. Et si tu prends Leclerc, effectivement, si on se retrouve avec une écurie Leclerc-Alonso, deux mecs qui ont été déçus chez Ferrari, qui n'ont pas eu les clés, qui n'ont pas réussi à faire ce qu'ils veulent, dans une écurie avec une nouvelle soufflerie, avec Adrian Newey, bah moi je peux y croire. Moi je pourrais comprendre que ça le botte, le petit Charles. Ouais, bah, oui, oui, oui. D'un côté, je comprends. De l'autre, j'ai du mal à voir Charles Leclerc autre part qu'à Ferrari, en fait. Ouais, mais en même temps, les pilotes Ferrari, ils font pas leur carrière chez Ferrari. Ils font 5 ans, 6 ans max, et après ils arrêtent. Schumacher a pas fini chez Ouais. Ferrari, Vettel a pas fini chez Ferrari, Raikkonen a pas fini chez Ferrari, Massa a pas fini chez Ferrari. En fait, aucun pilote, Alonso a pas fini chez Ferrari. Enfin, tu vois, si Ferrari ça marche pas, Ouais, au je bout de sais 5 bien, ans, ça hein. vire ses pilotes. Alors, le seul Mais je sais problème, pas. c'est qu'on va prendre qui chez Ferrari. Moi, j'ai une petite idée. J'ai une petite idée. J'aimerais, cette idée me plairait. Moi, je me dis que, vas-y, enfin, donc pas pour la saison prochaine, mais la saison d'après, Charles Leclerc se retrouve donc hypothétiquement chez Aston Martin. Bah, go Ouais. prendre Berman. Ouais. Oui, ça s'entend. Moi, je suis content, hein, Berman chez Ferrari, ça me va, hein. Ouais, hein. En vrai, oui, hein. En vrai, c'est le moins déconnant, je pense. Des pilotes actuels, en tout cas, c'est le moins déconnant, effectivement, ouais. Après, est-ce que après Et après, 2 saisons potentiellement ratées, ou je sais pas, on verra la saison prochaine, mais est-ce que Hamilton sera toujours là? Est-ce que Hamilton aura toujours envie? Ou est-ce qu'il faudra trouver deux nouveaux pilotes? Est-ce que finalement Leclerc va rester? Enfin, je sais pas. Il va se passer des choses, je pense, chez Ferrari dans les 2 prochaines saisons. On va avoir des changements de pilotes, peut-être improbables, qui sait. Mais il va se passer des choses. Et avec les arrivées surtout de Audi, du projet Cadillac, bon, même si bon, on a déjà des idées, enfin, pas des idées, pardon. On sait déjà qui roulera chez Cadillac. Je veux dire, voilà, il va se passer des choses encore. ouais, oui, bah, on a plusieurs pilotes qui s'approchent mine de rien de la fin, hein, que ce soit Alonso, bon, même si Alonso, on sait pas quand est-ce qu'il va finir, puisque il est capable de rouler jusqu'à ses 60 ans, ce fou. Et que du Mais coup, ça laisse aussi une grosse question pour les autres pilotes qui ont 36 ans. Tu vois, genre, on se dit, bah, en fait, ils peuvent rouler jusqu'à 42 ans, en fait. Donc, bah, bien sûr. C'est pour ça, et c'est pour ça que je dis, j'allais nuancer mon truc en disant, bah, il y a plusieurs pilotes qui sont, on va dire, sur la fin. J'allais dire Alonso, Hamilton, même Bottas qui va revenir et Pérez, ah bah, bien sûr, oui, oui. qui sont vieux. Mais au final, en réalité, c'est quand on voit Alonso, le temps qu'il est là, puis Alonso n'a pas l'air d'être prêt à partir, en réalité. Donc, à tout moment, ça peut repousser encore, quoi. Mais moi, je pense que c'est pas déconnant il faut qu'ils fassent gaffe aux les jeunes pilotes, justement, à faire des très bonnes saisons là qui arrivent. Parce que bah, il y a des vieux, quoi. Il y Après, a des vieux. on est dans un mix, Après, tu ça vois. arrive au bon moment, mais Mais après, on est quand même dans un mix, tu vois, où ceux dont on se plaignait peut-être sur les dernières saisons, où on trouvait que pas beaucoup de jeunes avaient leur entrée. Alors après, c'est par cycle, hein, encore une fois. Mais ouais, voilà, cette année, on a eu beaucoup de rookies. Et au final, il y en a quand même pas mal qui performent. En tout cas, je trouve qu'il y en a très peu qui déçoivent. ouais, Bon, et surtout que ceux qui déçoivent, ils sont dans des écuries un peu nulles, on va le dire, donc ou qui n'ont pas les monoplaces pour aller performer. Et malgré tout, ils arrivent quand même à faire deux trois trucs. Donc on est dans un mix où il y a des vieux et des très jeunes, et genre on a un milieu de grille où en fait, je pense que de toute façon, il y a plus de pilotes qui prétendent à un titre qu'à un siège que de sièges disponibles. bien Et sûr. donc, je pense que sur les prochaines années, on va avoir des turnovers. Et comme Alex Albon, ou comme Ricardo qui est parti, ou comme Alonso qui est parti, je pense qu'on va avoir un turnover en fait entre des pilotes et potentiellement des pilotes qui vont partir.
faire 1 ou 2 ans d'autre chose et qui vont revenir. Tu vois, je pense à des. Moi, je pense que des mecs comme Sainz, malheureusement, même s'ils sont très forts, sont des mecs qui potentiellement, genre, si leur contrat se renouvelle pas, bah, peuvent ne pas trouver de contrat pour la saison prochaine parce que s'il y a des jeunes, s'il y a des vieux, il y a quand même tellement de pilotes qui sont déjà là, mais peuvent revenir 2 ans après, tu vois, ou 1 an après. Enfin, je pense qu'on va se retrouver sur une espèce de génération où on va y avoir des vieux, on va tester des jeunes, on va garder les vieux qui ont été champions du monde, et il y aura une espèce de turnover sur le milieu de grille. Ouais. C'est très possible, bien sûr, c'est très possible. Donc, Puis on a une génération de, allez, 6-7 pilotes qui ont entre 25 et 30 ans, quoi. bah, c'est ça. Aussi. Ils sont On des a. milieux à peu près, donc Bah, de toute façon, globalement, oui. C'est bien en fait. Ce qu'on est en train de dire, c'est que oh bah il y a des vieux, il y a des gens au milieu et il y a des très jeunes. ouais, Oui, super. c'est. Non, Oui. mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que les très jeunes, bon, ça va que, comme tu disais, les très jeunes ont fait une bonne saison cette année, globalement, à peu près tous. Mais sinon, ils n'ont pas leur place acquise, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, ouais. Les très vieux, bon, bah, les très vieux, ils peuvent à tout moment partir à la fin de la saison, tu vois, on sait pas. Bon, pour l'année prochaine, visiblement, non. Mais l'année d'après, on sait pas. Voilà, bon, ceux qui sont là depuis, effectivement, ce que je disais, entre 25 et 30 ans, eux, je pense, ça fait quelques années qu'ils sont là déjà. Je pense au Russell, Leclerc, Ouais, ouais, tu vois, Gasly, eux ils vont pas tout sauter. ça. Ceux qui vont sauter, c'est ceux qui sont entre la tranche rookie et la tranche on est installé, genre 25-30 ans. C'est-à-dire que Tsunoda il va sauter. Tu vois, bah, Zhou Ouais, a sauté l'année dernière. Enfin, globalement, voilà. En fait, là, les rookies, ceux qui sont là, ils ont fait une bonne saison, donc ils vont pas sauter. Mais si la saison prochaine, il y en a un ou deux qui est vraiment dedans ou qui confirme pas sa première bonne saison rookie, c'est ceux-là qui sautent, quoi. Mais c'est bien, au moins, on leur laisse 2 ans, tu vois. C'est cool, c'est ok. ouais, ouais. Oui, c'est pour ça, c'est bien, c'est pas mal. Donc à Donc, voir. donc à voir, mais je pense qu'on va avoir des surprises sur la grille, peut-être pas, enfin la saison prochaine non, parce qu'on sait à peu près où tout le monde va aller, mais 2027 avec le changement de réglementation, avec une 11e écurie quand même qui sera là aussi, ça va changer des choses. Et je pense que voilà, et surtout que par exemple chez Cadillac, on sait que là ils ont pris Bottas et Perez parce qu'ils ont besoin de pilotes d'expérience pour développer la bagnole, mais croyez-moi bien que c'est pas avec eux si la bagnole Ouais, se développe qu'ils vont construire l'écurie, donc ils vont rester là 1 ou 2 ans et qu'après il va y avoir des jeunes ou des gros pilotes même peut-être si le projet marche bien. Donc voilà. c'est ça. Donc voilà, donc c'était notre point F1 qui a duré un tout petit peu longtemps quand même. On va faire un rapide point NBA. Tiens, je vous mets le classement sous les yeux. La NBA, tiens, est-ce que tu veux nous en parler un tout petit peu? Oui, rapidement, on a OKC qui n'a toujours pas perdu, enfin depuis, en tout cas cette semaine, n'a pas perdu. Tout comme Détroit qui n'a pas perdu cette semaine non plus et qui est passé de 10 victoires d'affilée à 13 victoires d'affilée. Ils égalisent leur record all-time. Et à noter que les 2 fois où Détroit a fait 13 victoires d'affilée sur une saison, Détroit a été champion NBA. Bah, peut-être un signe. Et peut-être un signe. Peut-être un signe. En tout cas, j'espère, ça fait trop plaisir. C'est trop cool de voir Détroit en haut, j'adore. Les Nets ont gagné cette semaine, encore une fois, décidément. Rien ne va plus. Et ça, je reviens vite fait sur Détroit. Je pense quand même, il y en a un qui doit être content. C'est vrai que j'ai pas trop vu ce qu'il en pensait, mais il y en a un qui doit être content. C'est notre ami, on se connaît pas, hein, mais Wax, je pense que Ouais, je Wax pense, ouais. doit passer un très bon moment cette saison. Ah, je pense, ouais. Ah bah ouais, bah tu m'étonnes. En même temps, quel kiff d'avoir son équipe aussi bonne. Quand il y a eu des saisons comme les dernières saisons, je veux dire. Ouais, ouais, quand tu vis des saisons de marasme, te retrouver comme ça avec un joueur qui Ouais, performe et une saison où t'es là, t'es en 13 victoires d'affilée, ça doit être un vrai bonheur pour notre ami Wax. clairement. Très clairement, très clairement. Du coup, ouais, pour en revenir, bah, Brooklyn a gagné. Alors ça, c'est assez fou que Alors, Brooklyn on a gagne. menti, hein, on est encore obligé de faire un mea culpa, On a mais encore, Brooklyn a 3 victoires, hein. c'est ça. Exactement. Tout comme bah, Nouvelle-Orléans qui a gagné aussi. Il se D'ailleurs, passe, il se passe des choses en NBA. il se passe des choses, messieurs, dames, c'est dingue. On a eu le retour quand même de Zachary Riza, c'est aussi à noter parce que j'y pense maintenant. Oui, oui, oui. Euh, donc blessure pas si grave que ça du tout au final puisqu'il a dû louper 2 matchs, voire Au lieu 3 je d'une crois. une semaine, quoi, en gros. Bah, ça, depuis le dernier Ouais, podcast, c'est quoi. ça. Oui, c'est ça. Et voilà, il est revenu et bon, son retour se fait progressivement, on va dire. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à noter côté Spurs, ça tient la route, même si compliqué. On va dire, bah, depuis qu'Wemby est parti, il y a eu quelques défaites quand même. Voilà. Bonne remontée des Suns aussi, d'ailleurs, qui passent dans les playoffs. Voilà. Eh En oui. gros, qui passent dans le top 6 à l'ouest. Et à noter aussi pour le Magic qui remonte, le Magic qui est dans la zone de play-in, qui était hors zone play-in, je crois, la semaine dernière, et qui là a dû enchaîner les victoires, il me semble.
Parce il devait être à un ratio de 50%, je crois, C'était de ça, oui. victoires. Ils devaient être en 8-8 ou en ouais, un truc comme ça. Ils sont en 18 de victoires. C'est pas mal du tout pour eux. En plus de ça, du coup, si tu veux en parler aussi, mais on a Noah Penda qui a joué, pour le Magic. Et voilà, bah, Noah Penda qui a eu donc effectivement un peu de temps de jeu au final. On en disait qu'il fallait quand même le faire jouer, qu'il avait du potentiel. J'ai envie de dire ce gamin, le mec a 2 ans d'écart avec nous, hein. Mais calmons-nous. Mais non, mais voilà, il fallait le faire jouer, qu'on avait quand même sur un joueur qui avait du potentiel et qu'en fait, si tu les fais pas jouer, tes joueurs, bah, c'est sûr qu'ils ont pas le temps de montrer. Donc Noah Penda qui a eu une première fois 2-3 minutes, bon, que dalle, on va dire, il y a 2 jours. Et qui là, cette nuit, a eu donc 23 minutes de jeu. Et qui finalement nous sort un bon match parce que voilà, donc on a 13 points de Noah Penda, 5 sur 6 au shoot, 2 sur 2 à 3 points, un joli dunk à un moment, et 4 rebonds, 4 assists, pas de steal et un bloc il me semble pour finir un peu sa ligne de stats. Mais voilà, preuve en est qu'il faut les faire jouer et que de toute façon on l'avait déjà dit, mais alors là Orlando c'est pas comme Brooklyn, Orlando il joue un peu des choses, donc enfin en tout cas en début de saison il croyait jouer des choses. Alors forcément je comprends qu'on donne pas de temps de jeu, mais en même temps on voit que là à Orlando ça marche pas. En tout cas ce qu'on essaie de créer jusqu'à présent avec Wagner et Banquero ça marche pas. Donc en fait voilà, là c'est le moment, bah, c'était un peu dans le creux, il faut le tenter des trucs. Et le Noah Penda pour moi c'est ça qu'il faut tenter. Enfin, en tout cas là il n'y avait pas de raison de pas le tenter et c'est très bien, ils l'ont fait. Maintenant il faut continuer, il faut pas que ce soit un match, il faut lui laisser la possibilité de s'exprimer à ce petit jeune. Ouais, ça me fait rire. Ce Moi petit jeune, aussi. ça me fait très rire. Oui, non, non, bien sûr, effectivement, il faut et tu vois que ça peut aller très vite pour le Magic, hein, parce que tu rajoutes 2 victoires au Magic, bah, c'est play-off, donc en fait, c'est hyper serré à l'est. Bien plus serré à l'est, ah non, c'est serré à l'ouest aussi, hein, je viens de voir Le milieu, que ouais, le milieu de tableau est serré à l'ouest, hein. mais je veux dire, ouais, ouais, c'est ça. Que tu regardes entre la 10e et la en vrai, la 2e place de l'Est, t'as que 3 victoires, 3-4 Ouais, victoires, ouais. quoi, je veux dire. C'est pas énorme non plus, là où, En fait, à l'ouest, il y a un gros gouffre derrière. Genre, je viens de te dire, t'as les Warriors à 19. les Warriors, ouais, Après, t'as tu Portland qui est un peu là à 8-10. Et après, c'est 6-12, 5-12. Voilà, tu vois. Après, ça voilà, s'effondre, quoi. c'est ça. Donc, disons qu'il y a plus d'équipes qui se tiennent en moins d'écart à l'Est qu'à l'Ouest, du coup un peu plus homogène aussi. Bon, c'est intéressant à voir. Donc, voilà, de mon côté, rien de plus à dire en tout cas, côté basket de ce qui Non, s'est non, passé, quoi. non. Je crois que Voilà. Jokic est toujours fort. Shai est toujours fort. Pour l'instant. Ça bouge pas. Ouais, il n'y a pas d'infos choc hein, là dans ce que je vous dis, hein. Non, pas choc. Non, non, voilà, hein. Ça choque Donc, pas de fou. voilà. Et bah écoute, on va finir ce petit point basket. C'était un point rapide. Et on va passer Ouais. sur. Je vais me remettre sur l'affichage normal. Je vais pas mettre l'affichage spécial, mais parce qu'il y a un petit peu de LDC en ce moment, enfin ce soir au moment où on enregistre et ce soir au moment où sort le podcast. Mais voilà, je te laisse nous dire les matchs de cette semaine. C'est ça, c'est ça. Donc, point sur les matchs. Donc, ce soir, au moment où on enregistre, donc c'est-à-dire la veille de sortie du podcast, les matchs auront déjà eu lieu, mais on a Bodo-Juve qui va avoir lieu donc ce mardi et Marseille-Newcastle également. Marseille-Newcastle, on espère une victoire de l'OM puisqu'ils sortent d'un très bon week-end face à Nice, donc on espère une bonne victoire. Alors après, on en parlera tout à l'heure, mais Newcastle sort aussi une très bonne victoire, hein. Oui, 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 c'est vrai. Mais je sais pas pourquoi, je sens la lancée très positive de l'OM, Ouais, je le bah sens pas. carrément. Je le sens, mais je le sens pas. Mercredi, donc soir où le podcast sort, on aura Pafos qui va accueillir Monaco. Voilà, le nouveau pensionnaire de LDC qui a gagné pour la première fois la semaine dernière qui va accueillir Monaco. Et Paris qui affrontera Tottenham, donc revanche de la Super Coupe d'Europe du début de saison. Est-ce que les Spurs vont... Allez, ouais, les Spurs vont battre Paris ou pas? Est-ce qu'ils vont prendre leur revanche? On verra ça. Et jeudi, donc, Porto, Nice, Lille, Dynamo Zagreb et Maccabi Tel Aviv, Lyon. Ça, c'est en Ligue Europa. Et pour la Conference League, on aura Strasbourg, Crystal Palace. Donc, peut-être le plus gros adversaire ou un des plus gros adversaires sur lesquels pouvait tomber Strasbourg. Bon, ça va être un bon match intéressant à suivre pour, euh, pour justement voir si Strasbourg peut rester dans le top 8 et ce serait bien. Justement, on va pouvoir en parler un petit peu parce que donc Tottenham, je pense tu sais quoi, on va passer tout de suite sur la PL justement pour pouvoir parler un peu des adversaires de nos joueurs de nos clubs français. Donc avec Crystal Palace que vous allez voir qui se met cinquième au classement et Tottenham qui sort d'un mauvais match. Voilà, on va en parler un tout petit peu quand même. Ouais, c'est ça, exactement. Crystal Palace qui avait fait un bon début de saison, qui était un peu redescendu en régime, etc. sur ces 4-5 dernières journées, qui revient petit à petit, cinquième Crystal Palace. On voit que c'est toujours hyper serré, hein, hyper homogène, parce qu'on a Crystal Palace, enfin même, en fait, On il a y a Arsenal quasiment qui est un point tranquille en d'écart tête. partout, quoi.
Il y a que Arsenal tranquille en tête en réalité, voilà, qui a 6 points d'avance sur Chelsea, qui est un peu voilà, effectivement tranquille. En plus, avoir gagné 4-1 ce week-end face à Tottenham, notamment grâce à un triplé d'Eze, pardon, ancien de Crystal Palace d'ailleurs. Donc voilà, Arsenal qui gère très bien sa première position. Liverpool qui chute face à Nottingham, ça va pas du tout. Confirme mes Oui, propos parce que des dernières semaines, mais non, ça non, ne va pas du tout à j'allais dire, j'ai Liverpool. l'impression Et que c'est là, un propos qu'on a déjà eu en fait, genre, tu sais, j'ai l'impression, je sais pas, c'est le Brooklyn alors c'est terrible de dire ça, je veux dire, c'est les Nets de l'APL, mais c'est pas vrai parce que les Nets sont derniers et que Liverpool n'est pas encore dernier et que c'est on parle pas du même club. Mais j'ai l'impression que ce propos sur Liverpool, ça va pas, ça fait quand même genre, 10 semaines qu'on y est et que ça va toujours pas. ouais, ça doit bien faire, 4 ou 5 semaines d'affilée Ah où là là, ça va pas à Liverpool. je En je PL en tout cas. Je pense Et que, enfin, même si j'aime pas qu'on vire les entraîneurs à tout va, je pense malheureusement que si ça continue, le siège de Arne Slot, doit être brûlant et en tout cas doit lui chauffer un petit peu les fesses. ouais, peut-être. Après ils ont peut-être les sièges chauffants en PL aussi, hein. Ouais, ouais, mais là, il est pas sur chauffant, il est sur, Fakir, tu vois? C'est siège à 200 degrés, hein. Ouais, je vois, c'est le bordel, quoi. Ah, ça pique les fesses. Non, voilà, à signaler quand même, la désillusion du week-end, c'est la défaite de City face à Newcastle. Du coup, tu disais Newcastle sur une bonne lancée parce que victoire face à City, ce qui est pas rien. Et Sunderland qui était bien placé, on le disait ces dernières semaines, bon, qui a perdu face à Fulham. Fulham qui est 15e actuellement. Et Donc Bournemouth qui voilà, était bien pour placé terminer, aussi et qui fait nul contre West Ham, qui est 17e quoi, donc c'est ça. les 2 clubs, les 2 petits clubs entre guillemets «pensionnaires», du haut du classement, qui malheureusement, voilà, ont une petite chute de régime, ces dernières semaines. Voilà, c'est ça. Mais bon, quand on regarde, on a vraiment de la 6e à la 12e place, il y a qu'un seul point d'écart. C'est-à-dire qu'il y a 7 clubs en 1 point, enfin qui se tiennent en 1 point, quoi. Et Liverpool. Énorme. Et Liverpool, Bah, du coup, 12e. oui, voilà, c'est ça. Donc c'est ça, Oui! vous le voyez, hein, de Brighton à Liverpool, de la 6e à la 12e position, il y a qu'un seul point d'écart et on peut remonter un peu plus haut, on fait +1 chaque fois, hein, en points, donc c'est pas Non mais énorme c'est non vrai plus. qu'on dit que rien ne va plus à Liverpool, mais ça se trouve la semaine prochaine ils seront 5e, hein, donc Bah, c'est ça le truc et c'est ça qui est trop bien avec cette saison de PL, je trouve, c'est qu'on a beaucoup de clubs qui gagnent face à des grosses équipes et et cetera, donc ça et c'est je crois qu'on a déjà eu ce débat, hein, c'est à la fois bien et à la fois pas bien parce que c'est pas forcément lié à des toujours à des grosses performances, c'est plutôt lié, je trouve moi, à des clubs qui, sont sur des bonnes lancées et vont perdre des matchs ou vont se prendre les pieds sur le tapis. Donc c'est à la fois bien et en même temps, c'est pas forcément lié au niveau exceptionnel de l'APL parce que je trouve pas que le niveau de l'APL cette année soit exceptionnel. On voit qu'il y a beaucoup de clubs européens non, qui les tapent en LDC, et que du coup j'ai l'impression que c'est quand même plutôt par rapport à une chute, enfin pas une chute de niveau de l'APL, mais en tout cas, une espèce de fatigue collective en PL. Je sais pas si c'est le rythme ou je sais pas ce que c'est, mais qu'en tout cas, c'est pas lié forcément au fait que tous les clubs soient forts, au contraire. bah, non, je pense pas effectivement et tu le dis, on le voit, au niveau européen, c'est-à-dire que, le seul club de Premier League qui fait bonne impression, enfin qui me fait bonne impression en tout cas, c'est Arsenal et qui pour l'instant impérial. C'est tout. En réalité, c'est à peu près tout parce que, bah, City a fait un nul contre Monaco. Chelsea, pareil, c'est pas enfin, ils ont dû faire un nul, voire une défaite aussi. Liverpool, c'est la même chose. Enfin, voilà, je pense que, il y a plein de il y a plein de clubs de PL qui sont pas forcément au niveau auquel ils devraient être et le seul qui sort du lot, c'est Arsenal. Voilà, c'est tout, quoi. Exactement, et bah, exactement. Donc ça, c'était le petit point PL et on va passer tout de suite sur un petit point Ligue 1 Avant Jamie. avant 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 Ah oui, avant, pardonnez-moi. on a United qui a perdu. Ah oui, ah là là, triste. La défaite, 5 Là, matchs d'affilée sans défaite eh pour oui. United. Perdu Et, face à Everton. Everton qui était très bas dans le classement et qui remonte 11e grâce à et grâce à oui, cette et victoire. quel match, et quel match, putain, Et c'est quel vrai. match! Et quel match Et oui, De Idrissa Gana Gueye, qui, exactement. ancien pensionnaire, du club de Paris, du PSG, qui, s'est livré, finalement à un combat de claques, avec, enfin un combat, en tout cas il était tout seul, hein, Non, mais qui ouais, malheureusement prend un rouge assez bête, hein, parce que, rouge pour une claque sur son propre coéquipier, sur Michael Keane. Bon voilà, écoutez, on vous remettra les images, en dessous ou au-dessus peut-être, sur le TikTok, mais, carton rouge un peu bête et excuses, voilà ah oui. qui sont apparues, sur le compte, forcément sur les réseaux sociaux de Gay, mais bon, effectivement, geste d'humeur, geste, juste, un peu débile quand même malgré tout. C'est ça, ouais, ouais, bah, pour recontextualiser, on a, sûrement Gay, voilà, qui peste auprès de Michael Keane, donc le défenseur central d'Everton, parce qu'il y a quelques efforts qui sont pas faits, et cetera, ou qui le délaissent un peu, au milieu de terrain, et cetera. Et voilà, ça doit discuter un peu, doit y avoir,
un mot, je sais pas, peut-être un mot déplacé, j'en sais rien, de Gay et Keane le pousse un peu en mode: «Vas-y, c'est bon, laisse-moi tranquille, viens, on joue» et Gay n'a pas aimé cette poussette. Évidemment, vous voyez, enfin, vous l'avez vu sûrement si on fait un TikTok du coup, mais la claque, de Gay sur, Michael Keane donc c'est très con quand même de recevoir un carton rouge pour mettre une claque à son pote. Moi, je C'est trouve dommage. ça assez con. Ah, c'est même pas dommage, c'est bête, t'as raison. C'est C'est vraiment de la très bête, bêtise, c'est de très, la très bête. bêtise. Donc, Donc bon, donc voilà. Et donc j'avais un petit peu d'avance, mais on va pouvoir quand même continuer tout de suite. Jingle bien Ligue sûr. 1. Et voici les résultats de la semaine et le classement en Ligue 1. Exactement, donc Ligue 1, vous le voyez, le premier match du week-end, c'était, Nice-Marseille, remporté haut la main, par Marseille, 5-1. Rennes a battu Monaco pour le retour de Paul Pogba sur les terrains. Bon, il a joué, un peu plus de 5 minutes, c'est pas énorme, mais bon, il est de retour sur les terrains, donc ça fait quand même plaisir de revoir, Paul Pogba sur les terrains. La pioche Heu, Polo. ex oui. Lyon qui a calé face, à la Lanterne Rouge, face à Auxerre, dernier. Bah, c'est dommage pour Lyon de caler face à Auxerre dans un match où clairement, bon, c'est pas non plus un match exceptionnel de l'Olympique Lyonnais, quoi. Voilà et le PSG qui bat Le Havre et qui donc reste en tête de la Ligue 1. 1er avec 30 points, 2 points d'avance sur Marseille et Lens. Lens qui fait une belle remontée, ils battent Strasbourg. C'était un bon match ça aussi je pense à suivre parce que 3e contre 5e, ça doit être un très bon match à suivre donc voilà, et Lyon qui sort de la zone européenne, on le voit. Donc voilà, rien de plus à dire côté Ligue 1, rien de bien transcendant, Cette à proprement semaine. parler. Exactement. Bah écoute, Ouais, je reste sur cet affichage-là si tu veux nous faire un petit point sur les 2-3 autres matchs enfin, des autres championnats, des autres grands championnats. ouais, c'est ça, c'est ça. Juste faire un point, là, du coup, le point Bodo du week-end, parce que Bodo a quand même Et joué ce oui, week-end, c'est l'avant-dernière journée de championnat, pardon. Bodo a gagné face à Oslo, 2-1. En parallèle, les Vikings ont aussi gagné leur match, donc toujours un point d'avance pour les Vikings au championnat. Il reste une journée de championnat. On va voir. De toute façon, c'est obligé que Bodo gagne et c'est obligé que les Vikings ne gagnent pas pour que Bodø soit champion de Norvège. Donc voilà, ça c'était le ah point non. Bodø rapide. Enfin oui, On si. a Non, j'aurais dit. ouais, c'est ça. Non, j'allais Après, dire ils peuvent faire un nul, mais bah, Bodø peut faire un nul et les Vikings peuvent perdre, mais non, je ou sais même pas moi lequel je vont disais doubler. les Vikings perdent et Bodo gagne. Ah Les aussi, oui, Vikings bien sûr. font un nul, pardon, et Bodo gagne, quoi. Mais ça, c'était Oui, ce que oui, t'as dit. aussi, oui. Mais non, mais ça marchait, parce que c'est moi qui suis bête. Voilà. Autre point sur les autres championnats, on a le Real qui a été freiné par Elche, 2 buts partout dans ce match, match nul. Mbappé qui a été passeur décisif dans ce match. Bayern de Munich-Fribourg. Voilà, là on retrouve un Bayern qui marque. Là on retrouve le Bayern qu'on connaît du début de saison. 6-2 dans ce match. 8 buts dans ce match. Kane qui a marqué seulement un but sur les 6. Un peu la honte. Pas de passe D pour lui. Et Olysée, quel match d'Olysée parce que sur les 6 buts, il est décisif 5 fois, pardon. 2 buts et 3 passes décisives pour lui. Évidemment, homme du match. Voilà. Et ça fait plaisir. Voilà, tout simplement, de voir Olysée aussi bon que ça. Bon, Kane, évidemment, qui marque, ça c'est un classique. Mais voilà. Et dans le championnat italien, le match du week-end, la rencontre, c'était le derby de Milan, remporté par l'AC Milan, 1-0 avec un énorme match de Mike Maignan dans les buts, puisqu'il a repoussé un penalty notamment de Hakan Çalhanoğlu, le Turc de l'Inter. Donc voilà, énorme match de Mike Maignan. Après s'être reposé pendant le deuxième match de l'équipe de France, voilà, il a pu profiter de ce match-là de Milan pour faire un très bon match. Donc tant mieux pour lui. Je crois même élu homme du match, hein, il me semble, hein. C'est Je bien crois, possible, je n'en ai aucune idée, on va pas se mentir. ouais. Tac, voilà, donc c'était tout pour le point foot, on en a fini. Et ben j'ai pas préparé d'habillage pour le match de l'équipe de France de rugby, mais c'est pas grave, on va faire sans. Donc la France pour son dernier test match et donc pour ce dernier match de la tournée d'automne, qui affrontait donc l'Australie au Stade de France, victoire 48-33 de nos hommes en bleu. À noter donc le doublé de Louis Bielbiarré. Louis Bielbiarré, voilà, on l'a noté, mais 22 sélections seulement. J'ai envie de dire seulement, alors que bon, le mec est appelé de dernière minute pour la Coupe du Monde 2023, relativement jeune, notre ami, est déjà 22 sélections. Et surtout, sur ces 22 sélections, c'est 20 essais de Louis Bielbiarré. Effectivement, on a Damien Penaud, notre serial marqueur et recordman maintenant de marqueurs d'essai donc de l'équipe de France. Écoute, Damien, c'est dommage pour toi, mais je crois que ton record ne tiendra pas des dizaines d'années, hein. Comment te dire qu'il y en a un derrière, il a 21 ou 22 ans, il est déjà à 20 essais en sélection.
Bon, c'est dommage, c'était voilà, t'es trop chaud, mais c'était pas ton moment, c'était pas pour toi. Ah ouais. Ouais, et puis, ouais, c'est ça. Belbiaré qui énorme match en plus, il met un Ah, doublé, et enfin, alors, très bel ouais, essai là, c'est ça, tout ouais. seul. Ah, incroyable. Oh là là, il Ah ouais, fait il une première course, il se l'envoie au pied, il fait la course, il le récupère, enfin tout, crochet, tout, ouais. tout, tout. Ouais, Énorme, magnifique. voilà. Quand tu vois, on le disait la semaine dernière que je le trouvais fatigué, notre ami Louis Bielbiarré. Et bah écoute, cette semaine, voilà, il s'est bien reposé et il nous a fait un très gros match et c'est pas pour nous déplaire parce que c'est toujours un vrai bonheur quand il joue à ce niveau-là de le regarder jouer. Ah oui, là c'était plaisant. Là c'était plaisant. Donc voilà, à noter la première sélection, ou pas, peut-être la deuxième, je sais plus, j'ai un doute. Mais en tout cas, voilà, donc du jeune Calvin Gourg de Toulouse, qui fait déjà des très bons matchs avec Toulouse. Et voilà, c'est un des futurs aussi, potentiellement, je pense, titulaires et des grands du 15 de France pour les prochaines années, qui a déjà montré voilà, toutes les qualités physiques qu'il avait et toutes les possibilités qu'il avait sur le terrain. Ça va être très très intéressant à suivre le niveau de Calvin Gourg sur les prochaines années. Bon, globalement, dans l'ensemble, pour l'avis sur le match, effectivement, victoire 48-33, voilà, victoire de 15 points. Heu, Toujours pas satisfait, hein, moi, par contre, du niveau de jeu proposé. On a eu beaucoup, comme je le notais, moi, je trouve qu'on a eu beaucoup d'individualité, qu'on a eu le retour voilà, des grandes qualités individuelles de certains joueurs, notamment Louis Belbiaré, voilà, qui ont réussi à créer des trous dans la défense, à mettre de l'incertitude en face. Mais globalement, collectivement, on a quand même pêché. On a Thomas Ramos, voilà, encore qui, je trouve, a été bien meilleur pour le coup que le dernier match, a quand même fait des meilleurs choix offensifs. Voilà, mais encore une fois, c'était vraiment avec une percée où il est tout seul. Voilà, je trouve que collectivement, on n'y arrive pas. Ça fait des passes, ça n'avance pas, même on recule sur certains trucs. Et alors, collectivement, mais défensivement, c'était toujours pas ça. Il y avait toujours des errances, des trous, enfin terribles. Ils nous ont massacrés sur le milieu de terrain. Vraiment, c'est-à-dire que quasiment à chaque action où qu'ils étaient à peu près sur la ligne médiane, ils nous passaient. Enfin voilà, je trouve qu'il y a eu des grosses errances. Donc globalement, pas satisfait de cette tournée d'automne, hein, on va pas se mentir, même s'il y a 2 victoires au bout. La victoire, c'est Fidji et l'Australie. L'Australie qui a sur 3 défaites sur ces 3 matchs de test, hein, et qui est pas sur une grande Australie, hein, de toute façon depuis plusieurs années. Donc voilà, globalement un peu rassuré parce que on voit que les joueurs sont toujours très haut niveau et tout ça. Est-ce que c'est la fatigue? Je ne sais pas, mais en tout cas, collectivement, c'était pas ça. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a pas eu forcément de gros trucs collectifs. Le seul truc où on est fort collectivement, c'est les rucks évidemment, ça bouge pas. Mais sinon, c'est vrai que c'est surtout défensivement, moi je vois le problème, hein, parce que le nombre de points qu'on encaisse, c'est énorme, en fait. C'est-à-dire que c'est bien de mettre 48 points, mais Mais c'est l'Australie et c'est les Fidji, quoi. C'est-à-dire que. enfin, t'en prends 48, t'en prends 30, t'en mets 48, pardon, et t'en prends 33. 33, c'est énorme. Genre, on a pris énormément de points. Genre, pour une équipe qui se voulait, il y a quelques années, il y a peut-être 2 ans, voilà, 1 an ou 2 ans, une des meilleures équipes défensivement, on va dire, du monde, en termes de nation, je veux dire. Bah là, putain, ça fait mal, quoi. 33 points se prendre quand même. Bah voilà, et on l'a bien vu. De toute façon, le Heu, truc, c'est que là, c'était l'Australie et la semaine dernière les Fidji. Mais que tu vois, quand c'est l'Afrique du Sud, bah, le problème, c'est que du coup, les qualités individuelles, ça suffit pas. On marque pas. Et vu que non. collectivement, on n'y arrive pas, on marque pas. Et par contre, on prend 35 points. Donc voilà. En fait, là, ça va le faire. Mais quand là, on va avoir la Nationship mes couilles rugby, je sais pas quoi, l'année prochaine avec les matchs contre la Nouvelle-Zélande, bah crois-moi bien que ça, contre la Nouvelle-Zélande, surtout au vu des percées que même les Australiens ont réussi à nous faire, gros, on va en prendre 60 et nous, on va Bah pas oui, réussir, hein. c'est Donc va falloir resserrer les rangs, messieurs. c'est sûr, exactement. On espère que ça va s'améliorer, là. Je sais pas c'est quand les prochains rassemblements, c'est Eh bah, 6 nations, 6 nations, bien sûr, 6 évidemment, nations. 6 nations. Donc Remettre dans notre 2 titre en jeu. mois, Écoutez, 2 mois, 3 mois, 2 mois et demi. 6 nations, non, j'allais dire, j'ai une écharpe derrière du 6 nations de l'année dernière, mais elle est pas derrière, elle doit être sous moi, cette écharpe. Ouais, elle est là-bas, gauche, Exactement. droite. De notre seule défaite, malheureusement. Mais bon. Donc, écoutez, petit jingle pour le top 14. Et donc voilà, vous le voyez, du top 14, le retour ce week-end. Globalement, alors attendez, je vais vous faire la liste un peu des matchs avant de vous parler de La Rochelle, qui est le seul match que j'ai vu globalement et qu'on a vu de toute façon collectivement. Et donc, il y avait un match vendredi soir, et donc vendredi soir, c'est UBB qui recevait la section paloise, victoire 34-33, que de victoires serrées pour la section paloise cette année, mais qui conforte quand même voilà, cette place en haut du classement, donc, qui sont deuxième comme vous le voyez sur la droite.
Lyon qui renoue avec la victoire enfin. Donc voilà, avec cette espèce de ventre mou du bas de tableau, mais qui est pas si loin finalement. Donc en battant 43-24 Clermont. Le Racing qui a battu sur sa pelouse 47-27 l'Aviron Bayonnais. Bon, le Racing, c'est quand même bon. C'est pas que c'est un enfer, mais en fait, ils ont beaucoup de victoires à domicile. Bon, alors, j'ai envie de vous dire, comme les autres équipes du top 14, mais eux, en plus, vu qu'ils ont une pelouse qui est différente, ils ont vraiment l'habitude de jouer sur leur pelouse. Et je trouve que c'est vraiment particulier d'avoir une pelouse, d'avoir la seule pelouse synthétique et d'être habitué, tu vois, à jouer sur sa pelouse. Ça change quand même vraiment ton style de jeu et bon, bon, voilà, c'est quand même moyen. L'USAP qui est 0 points marqué face à Montpellier, hein, donc 0-28. Écoutez, match de néant pour l'USAP pour changer. Mais bon, là effectivement ils nous ont montré le fond de la raclure de ce qu'ils peuvent faire. C'est triste à voir quand même un petit peu. Montauban, bah pareil, hein, même si malgré un essai, Montauban Stade Toulousain, on s'en doutait, 7-49 malheureusement victoire du Stade Toulousain avec un large bonus offensif. Et dimanche soir, la victoire du Stade Français face à Toulon, qui cale malgré une bonne séquence avec 4 ou 5 victoires d'affilée. Et bien malheureusement stoppé par le Stade Français, qui là aussi se poste plutôt aux avant-postes, voilà, avec 30 points notamment, donc à 2 points de la section paloise et 4 points du Stade Toulousain. Et donc voilà pour la rencontre dont on va parler un peu plus, 17-19. Je vais me mettre une petite page parce que je voulais parler d'un truc quand même. Mais donc 17-19 du Stade Rochelet face à Castres. Globalement, Castres, c'est un peu comme Montpellier. Alors Montpellier, c'est qu'on n'y arrive pas là-bas, mais alors Castres, chez nous, vraiment, tous les ans, j'ai l'impression qu'on perd chez nous contre Castres. Bon, la 17-19, quel match serré, top, hein, on adore. 2 essais à 1 malgré tout pour La Rochelle. Et alors, on va quand même noter donc 17 pénalités concédées par Castres. Donc, tu vois, c'est quand même dommage. C'est que Castres, avec un seul essai et beaucoup plus de pénalités que nous on en a concédé que 10. Et ben malgré ça, Castres devant, parce que des pénalités mieux placées, effectivement. Et puis nous aussi, peut-être un moment, je crois qu'on allait plein de fois en touche et qu'on aurait peut-être pu y prendre les points aussi. Mais encore une fois, alors l'arbitrage a été mais catastrophique, mais un cataclysme vraiment sur ce match. Premier point. Ça fait 2 ans en top 14 qu'on est censé siffler des bras cassés sur les mêlées, pas jouer rapidement, les touches pas jouer rapidement. On est censé dynamiser au maximum le jeu et surtout ne pas se laisser berner, entre guillemets j'ai envie de dire, par les équipes qui font tout pour ralentir le jeu lorsqu'il y a des cartons jaunes. Bon, Castres, pas bravo pour la discipline. À un moment, ils se retrouvent quand même avec 3 cartons jaunes en même temps, donc avec 17 minutes consécutives d'infériorité numérique, dont un moment voilà, où ils ont 3 cartons jaunes en même temps, ça a dû durer 3 minutes. Sur ces 17 minutes de cartons jaunes et donc d'infériorité numérique, j'ai pas fait le calcul, mais vraiment, je pense que je suis même large dans ce que je dis. Il y a dû y avoir 5 minutes maximum de temps de jeu effectif. Alors effectivement, La Rochelle n'a pas su en profiter, ça reste 5 minutes de temps de jeu, mais par contre, c'est pas possible quand tu te retrouves voilà, de laisser une équipe ne pas venir jouer ses touches, ne pas venir jouer ses mêlées, prendre 8 ans à venir faire l'engagement, quand tu sais que c'est exclusivement pour gagner du temps sur des cartons jaunes. Et bah écoutez, dans une volonté de dynamiser le jeu, je ne comprends pas qu'on puisse laisser faire ça. L'arbitre n'a rien compris, en tout cas moi je trouve ça honteux. Vraiment sur la dernière fin de leur dernier carton jaune, ils ont mis plus d'une minute 30 à se placer pour venir jouer la touche, ce qui fait qu'au final le carton jaune peut rentrer et que le carton jaune rentre, donc on met 30 secondes ou 40 secondes en plus pour jouer la touche. Ce n'est pas normal dans un monde où on est censé dynamiser le jeu de mettre 2 minutes au final pour jouer une touche, surtout si c'est une équipe qui est défavorisée, qui joue la montre. Ça, premier point, ça m'a saoulé mais complètement, je trouve ça honteux. Donc voilà. Et alors deuxième point, un peu, notre fantastique arbitre du week-end. Alors là, j'en ai rien à foutre de ce qu'il en pense, hein, notre ami. Le carton jaune de Thomas Lavaux. Alors je comprends qu'on mette un carton jaune parce que Thomas Lavaux, pour ceux qui, je vous montrerai l'image, hein, mais a poussé l'arbitre. Voilà, je comprends qu'on ne touche pas à l'arbitre, c'est ce qui s'apprend dans les écoles de rugby, mais il se trouve qu'il y a aussi des écoles d'arbitrage et qu'on leur apprend aussi des choses, et que notamment à ne pas être dans toutes les zones de ruck, et je dis bien toutes les zones de ruck du match. C'est-à-dire que le mec était continuellement sur des lignes de passe, sur des mecs qui voulaient venir défendre, sur des mecs qui voulaient venir déblayer. C'était insupportable. Et donc là, Thomas Lavaux, je pense, enfin surtout que Thomas Lavaux est très grand, il y a un mec qui lui passe devant mais qui le touche en fait, genre qui le pousse, et je pense qu'il voit juste le haut de son crâne, et juste il pense que c'est un mec de l'équipe adverse qui passe ou un truc comme ça, et il le dégage parce que littéralement il est à 2 mètres du ballon,
Et c'est-à-dire qu'il y a enfin, on est dans une situation où on peut aller marquer potentiellement. Donc Thomas Lavaux pousse l'arbitre et l'arbitre avec son ego sûrement dimensionné, démesuré, ne comprend pas que c'est entièrement sa faute s'il se retrouve à l'endroit où il est et va mettre son carton jaune tout de suite, volontaire, voilà, violence envers l'arbitre, je sais plus comment il nous justifie ça, mais en tout cas mec, ne te remets pas en question, tu as raison, tu n'as pas tenu le match, tu te fais pousser parce que tu es au mauvais endroit, mais continue, ne te remets pas en question, c'était vraiment catastrophique. Voilà, je suis désolé, c'était un peu long, mais j'avais un vrai coup de gueule sur cet arbitre que je ne connaissais pas, et ben je suis content et j'espère qu'on ne le connaîtra pas longtemps. Et tu bien raison de le dire. Moi, je sais pas, j'ai rien vu, rien du tout, aucune image du week-end, donc je sais pas te dire. Mais tu bien raison de. Bah, si c'est. De toute façon, c'est un ressenti, donc de toute façon, tu raison de le dire. Mais T'as voilà, de toute façon, on en a déjà parlé, il y a quand même un manque de professionnalisme de certains arbitres et surtout de tenue des matchs, moi je trouve, enfin, voilà quoi. Puis même, enfin, au-delà de parler du match, effectivement, et je vais élargir même à plus de sport que ça, il y a des arbitres, et ça c'est un gros problème, qui ont un melon, un boulard énorme, et tu ne peux pas leur parler du tout. C'est-à-dire que tu viens les voir, et même le capitaine ne peut pas aller leur parler, hein. C'est-à-dire que tu viens les voir pour essayer de comprendre quelque chose, essayer d'expliquer quelque chose. Ça se trouve, il s'est passé quelque chose que l'arbitre n'a pas vu et que tu veux au moins lui signaler en mode bah la prochaine fois faites attention, tel joueur a fait ça, tel joueur a fait ça. Et il y en a, ils disent non, non, je ne veux pas vous écouter, retournez vous placer, quoi que ce soit et tout. Il y en a, ils en ont rien à foutre d'écouter les joueurs. Et surtout, le pire, c'est de ne pas écouter les capitaines. Heu, Malheureusement, ça arrive. Donc c'est pour ça que moi quand tu me dis ça, je me dis: «Bah, de toute façon, c'est vrai» et que le mec, je pense, a un boulard énorme. Donc Donc voilà, hein. c'est Mais c'est quand même dommage parce que ça participe à la non-tenue du match. Parce qu'après, comment tu veux que les joueurs respectent l'arbitre quand ils se font mal parler par l'arbitre au bout de 10 minutes en leur disant bah monsieur, je comprends pas, on prend des coups, on prend machin. Que ce soit des deux côtés, hein, parce qu'il a été. Là, je me plains parce qu'effectivement, moi je suis pour La Rochelle et que je me plains de ce côté-là. Mais rassurez-vous, hein, ça a été catastrophique de l'autre côté aussi. C'est la même chose, hein. Vraiment, il a été d'une incohérence et d'une inconsistance totale, hein. Mais en fait, ça participe à la non-tenue du match. Comment tu veux que les joueurs à un moment ils se tiennent et qu'ils respectent l'arbitre, qu'ils respectent les décisions qu'ils ont prises quand ils en comprennent aucune et que quand on leur demande, quand ils viennent demander une explication, on leur chie à la bouche. ouais, bah, ouais et tu vois, le contraste est que on sort de 3 matchs internationaux splendides et parfaits en termes d'arbitrage, exceptionnels en termes d'arbitrage et là, on revient en top 14. Eh ouais, et oui, et oui. Bah! Mais tu vois, on l'avait déjà noté, on avait dit, c'est marrant, c'est bien quand c'est bien arbitré. Et franchement, je pensais pas dire ça d'un arbitrage international, hein, vraiment sans déconner, parce que d'habitude, World Rugby, c'est les premiers à chier dans la colle. Et là, globalement, et je trouve que, tu vois, justement, ces dernières années, on avait World Rugby qui, quand on arrivait au match international, on se disait, putain, c'est mal arbitré, alors que nous, en top 14, on a des Romain Poite, on a des mecs comme ça qui arbitraient très bien. Et bah là, je trouve que c'est l'inverse. Je trouve que World Rugby, sur ces 2 dernières années, on a quand même une qualité d'arbitrage qui est un peu revenue. Et le top 14, malgré tout, il y a plein de gens, enfin, il y a plein d'arbitres, je trouve, qui ne sont pas au niveau, quoi. Oui, voilà, bien sûr. On avait des Jérôme Bah, Garcès, on avait des, putain, on avait des grands arbitres, quoi. en tout cas, pas au niveau de ceux internationaux qui nous ont arbitrés. Donc, merci Monsieur Gardner, merci Monsieur Ridley, merci Monsieur Pierce, mais Et pas parce que merci le d'une côté, TMO, pour ceux qui ont fait le TikTok. Pas merci le TMO, hein, sur Australie, France-Australie, hein. Il faut se racheter une paire de lunettes, monsieur. mais voilà, merci à vous et faites des stages, des formations à certains arbitres, notamment chez nous en France, ça peut les aider. Certains, soit à se remettre en question dans un premier temps, soit à remettre en question leur manière d'arbitrer et de juger les situations. Voilà, Voilà, et alors faites-les arbitrer la fédérale 1, et puis voilà, au pire. Ça leur fera les c'est pieds. ça, c'est Bon ça. voilà, petit coup de gueule, j'étais pas content et je suis toujours pas content, je trouve, de l'inconstance de l'arbitrage en top 14. Il y a des semaines où j'ai l'impression que ça va mieux et la semaine d'après on me prouve le contraire. En tout cas, donc voilà, effectivement, à chaque fois vous allez nous voir parler de La Rochelle, mais alors effectivement on n'est pas purement objectif là-dessus, mais globalement je me plains vraiment de l'inconsistance de l'arbitrage sur tous les matchs et surtout de semaine en semaine où voilà, on a des choses qui sont bien. Je trouve que la volonté de dynamiser le jeu, de siffler des bras cassés sur les touches et sur les mêlées pour qu'on arrête de mettre 10 minutes à venir jouer des touches et des mêlées pour gagner du temps, c'est très bien. Encore une fois, il faut que ce soit respecté, il faut que ce soit respecté sur tous les terrains, toutes les semaines, et de la même façon, parce que sinon ça sert à rien. Oui, Voilà, voilà. oui, Et bah écoutez, on a fini les points sport, on a été efficace au final, et on a été très efficace bien. alors que plus de choses à parler que la semaine dernière. Semaine dernière, podcast d'1 heure et demie, cette semaine 55 minutes et on est bon.
Et bah écoute, on va faire un petit point sur les choses qu'on a vues. Bah tiens, on va pouvoir faire un petit point. Je vais me remettre voilà sur hop, on s'en sort sur l'affichage principal, sur l'épisode 5 peut-être de Welcome to Derry. Exactement. Donc, dans cette nuit de ce dimanche à ce lundi est sorti l'épisode 5 de la série Ça, Bienvenue à Derry, donc It Welcome to Derry en version originale. Écoutez, enfin, on le voit. Alors Enfin. et quelle vision, hein, terrifiant. Ouais, terrifiant, terrifiant. Ça va spoiler, donc si vous voulez aller plus loin dans le podcast, vers la fin, parce qu'on va se diriger vers la fin, il y a le timecode, enfin, vous regardez les chapitres, il y a tout ce qu'il faut, pas sur Spotify, mais sur YouTube au moins. Bref, enfin, on voit Pennywise, et enfin, on voit Bill Skarsgård dans son habillage, un des plus effrayants qu'il ait apporté. Je suis content Ah de bah moi l'avoir aussi, vu. Enfin, ça fait enfin. 5 épisodes. Et il s'en est On a passé, je attendu l'ai trouvé pendant court. 4. Je l'ai trouvé court cet Moi épisode, il s'est aussi. passé tellement de choses. Ouais, tellement, c'est Oh là incroyable. Il y là, a on trop de avance, choses. on avance. Et de toute façon, il reste deux, non, il reste deux épisodes, je crois. Il y en a 8, il n'y a pas 8. Si, 8, c'était le 5 ou le Il y en a 6? Ah, c'était le 5, pardon. 5. Il en reste 3. Il nous en reste 3. Mais donc oui, il s'est passé des choses et je crois qu'en plus il était peut-être un peu plus court parce qu'il était moins d'une heure celui-là, je crois. Ouais, il durait moins. Mais oui, il s'est passé des choses. Alors du coup, à noter, putain, c'est con, j'ai pas gardé, j'ai même pas où est mon téléphone. Mais j'ai vu des choses intéressantes sur l'historique. On en parlait justement. Je trouvais ça cool qu'il crée cette espèce de mythologie autour de l'univers de Stephen King. On en a déjà parlé. Et en fait, même au sein de l'univers de ça, en fait, du coup, on a un des premiers gamins qui est mort dans le premier épisode de la famille de ceux qui sont juifs. Ouais. Il se trouve que Il s'appelle, ouais. de quoi? C'était dit, je crois. Ouais, Les deux. Teddy Uris, je crois, si je veux pas dire de bêtises. Mais parce que en gros, lui, on voit qu'il a un frère, et donc le gamin, donc le gamin qui a un Ouais. frère, lui, il est mort, et donc en fait, son frère, c'est le père de putain, et je vais avoir perdu son nom aussi. C'est terrible de vous donner des infos où j'ai la moitié des infos, mais du gamin juif dans ça, chapitre 1. Donc en fait, le gamin qui est mort, c'est Ok. l'oncle. La famille d'Afro-Américains, donc les militaires, c'est les Oui. Hanlon, et donc ce sont donc le grand-père et le fils, c'est le père de Mike Hanlon dans ça chapitre 1, donc l'Afro-Américain de ça chapitre 1. Donc on sait donc, le fils là qu'on voit dans la série va se faire cramer, du coup, on est au courant aussi Mhm. parce que c'est ce qui se passe dans ça chapitre 1. On a ça, on a la famille Bowers, le chef de la police. Pour ceux qui l'auraient entendu, ils l'ont dit, c'est Bowers. Donc Bowers, c'est le grand-père de Henry Bowers, donc qui est le souffre-douleur et celui qui martyrise et qui pète un plomb à la fin de ça chapitre 1. Ouais. Et on a la dame justement qui couche avec le cinéaste, avec le Ouais. génération du cinéma. Ouais. Donc cette vieille dame, en fait la maison où elle va habiter à un moment cette vieille dame dans une des maisons où va habiter Beverly après. Donc il y aura une espèce voilà. Et elle va venir hanter Beverly, on la voit justement en vieille dame dans ça chapitre 2. Et on la voit également, je ne sais plus dans quoi. Ah oui, si, et on voit une espèce de dame clown quand on voit justement quand on est dans un des flashbacks. Donc quand ça se passe vraiment au tout début des Indiens et donc du chef Ouais. du FBI qui trouve justement ça et tout ça, qui va dans un cirque et donc on a une femme clown et cette femme clown apparemment c'est donc aussi censée être une descendante de cette dame là. Donc il y a vraiment toute une espèce d'univers étendu avec des familles et tout et c'est mortel putain. En fait si tu te rends pas compte Trop c'est bien, ok, ouais. mais c'est vraiment trop cool. Moi je suis trop content qu'il fasse ça. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que ça empêche pas, et tu vois, je le savais pas, donc enfin voilà. Et ça empêche pas de quand même profiter de la série, tout ça, pour comprendre les origines. Mais en plus de ça, t'as des. Enfin, c'est pas des clins d'œil, hein, parce que c'est juste des. Comment ça s'appelle? Des ancêtres. Enfin, ancêtres plus ou moins éloignés, enfin, pas du tout Ouais, éloignés en bien sûr. réalité. Ouais. Mais voilà, des ancêtres de ce qu'on a vu dans les films. Et ouais, Donc c'est et trop donc, cool. donc on a Halloran, un des officiers justement afro-américains donc du FBI, celui qui a les visions, donc on avait déjà dit, Ouais. mais qui se retrouve dans Shining et qui voilà continue d'avoir ses visions. Et il y a cette boîte justement mystérieuse qu'on a vue là dans l'épisode, et donc Halloran qui a disparu, hein, et voilà. Et donc maintenant aussi on a Hanlon qui est au courant, donc le militaire, voilà, dont son fils, dont il a le fils dans le club des losers modernes, enfin vintage du coup, Ouais. qui lui voilà aussi a vu ça, a vu tout ce qui se passe. Donc non, Ouais. il se passe des choses. On a l'ami aussi j'ai perdu tout le nom des gamins, de toute façon.
Mais la fille Euh, qu'on pensait qu'elle était folle, ouais, voilà, celle on a son. celle qui a un œil en moins. Voilà, donc c'est celle qui a un œil en moins, scène dégueulasse dans le dernier épisode, voilà, qui elle les a rejoints aussi, donc voilà, et les gamins qui étaient complètement défoncés, d'ailleurs, Ouais. c'était très drôle. Ouais, Ouais, très mais il se drôle. passe des choses dans les égouts, les gars. Ouais, get, et vraiment je les voyais comme ça, moi, les gamins. Get, y a un clown. Donc voilà. Mais non, non, enfin, franchement, il s'est passé plein de trucs. C'est trop. Enfin, je suis trop content. Moi, tous les épisodes me Ouais. font kiffer. C'est vraiment mortel. Enfin, sauf le 3 ou le 4, je Ouais. sais plus, on avait dit. Mais là, c'est cool. Le 3, je crois. Trois, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, exactement. Et puis, non, puis on a Pennywise qui a pris l'apparence du coup d'un des potes enfin, des potes là, Mati, mais. d'un Matty, celui qui a été au tout premier épisode, quoi. En Mais ça, gros, c'était celui qui. cramé. Mais alors, par contre, ça, c'était vraiment cramé. Les gamins, ils sont cons. Parce que vraiment, l'autre, c'était déjà un fantôme, en fait. C'est-à-dire que vraiment, ils l'ont vu. Ils se sont fait, mais mec, t'es gris. C'est bizarre, hein. Les gens sont pas gris, normalement. Genre, c'est pas une vraie couleur de peau, ça. Bah, ça les a pas choqués. Et puis, non, après t'as le reveal où en fait ils arrivent dans la pièce et tout. C'est le seul qui a pas peur. En fait, Ils c'est le seul qui dansent, a ils jamais peur. chantent. Oh là là. Et puis quand il chante, terrifiant, c'est pas ça. Enfin, terrifiant. Ouais, si, terrifiant. Ouais, 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 quand même, hein. Au moment où il tourne autour de son poteau et il commence à chanter et tout, et tu vois, il se transforme. Bon, bref, c'est une horreur. Et quand il apparaît, je suis pas terrifié parce que on voit la transformation, elle prend du temps, donc il y a pas de souci. Mais j'adore. J'étais trop content de le voir. Limite, En j'étais en fait, mode oui, ouais. oui, oui. Je te jure, j'étais pour lui, j'avais pas peur, j'étais en mode enfin, let's go, c'est tout ce que je voulais. J'en ai rien à foutre, tes gamins, je veux voir Pennywise. Genre vraiment, C'est j'étais en mode ça. j'ai pas peur, je le veux. Il est charismatique, putain, qu'est-ce qui me fait kiffer. Donc non, Ouais, non, ouais, ouais. franchement, là, ça devient vraiment de plus en plus mortel, c'est trop trop cool. Ouais. Et Donc, puis les adultes, ils ont du coup des visions, de ce que je et comprends. bah ouais, Notamment je sais pas les noms, le militaire, hein. et bah donc on a Hanlon, Hanlon? Hanlon, ouais, enfin, Hanlon. c'est son nom de famille, je sais plus son prénom. Ouais, ouais, bah, Hanlon, ça suffit. Mais voilà, le militaire, le chef, un peu, on va dire, qui a des visions, etc. Et c'est ouf parce qu'il a pas peur de buter entre guillemets sa femme. C'est pas sa femme du coup, mais voilà. Et qui a failli buter son fils. Ça, c'était ouf. Et qui bute son pote, du Et, coup. euh, et qui du coup bute son pote en mode, son pote lui dit, tu vois, je le vois aussi, je le vois aussi. Et je Ouais. pense que bah, enfin borné où il a enfin pas des œillères, mais du coup des trucs beaucoup vers ses oreilles en mode, enfin j'entends pas quoi. Oui, oui, bien sûr. Et du coup il a shooté. Bon, heureusement il a pas shooté son fils, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, oh, ça Mais aurait pu. De toute façon, c'est pas possible. Je veux c'est dire, terrible. non, mais du coup, il y aurait eu un vrai problème parce qu'il est censé avoir un fils, son fils. De toute Bah, façon, ouais, mais voilà. ça, tu vois, au moment où ça se passe, on sait pas. Ah, bien sûr. Euh, que voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est ouf. Et enfin, ça fait flipper du coup Ouais, ouais, pour moi, eux, tu vois, ils se disent j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout incroyable. ce qui se Et passe. la petite, putain, comment elle s'appelle? La Lily, principale, là. Lily. La meuf principale. C'est Lily, c'est elle? Oui, je crois, ouais. Et bah, elle qui allait die et qui du coup n'est pas morte, parce qu'on voit à la fin Ah oui, et oui. de l'épisode, grâce au bâton. Cette espèce Je de sais dague, pas le nom. c'est un bout de. En fait, non, Ouais, je crois que c'est c'est un bout ça, de météorite, en gros. ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Quand la météorite, c'était justement, on a vu quand il y avait le flashback et tout, la météorite s'est écrasée et tout. Ça, c'est un des fragments de cette météorite qui, du coup, fait que bah, tu peux pas être attaqué si tu l'as sur toi par Pennywise. Et oui. Donc voilà. Euh, donc on voit ça et on l'a vu et du coup ça fait trop bizarre. L'arrêt sur image où genre il est bloqué devant elle Ah, avec la et gueule ouverte, il oh bouge là pas. là. C'est terrifiant. Et après il se barre. Donc tout va bien. Elle ne va pas mourir, je pense. Si Non, elle, bah enfin, de toute non. façon, si elle garde la dague avec elle, ne va pas mourir de Mais toute les façon. gamins vont pas mourir. Mais les gamins ne vont pas mourir, je pense non plus. Euh, et, et voilà, je crois que c'est tout en Oui, fait. c'est tout. On n'a pas de nouvelles de. Il s'appelle Daniel ou Taniel? Je crois que c'est bizarre, mais l'Indien. Ah, Daniel, Daniel. J'ai l'impression qu'ils disent Taniel des fois, c'est Ouais, fou. non, mais c'est Daniel. D'ailleurs, c'est aussi lui qui joue l'Indien. Enfin, moi, j'avais noté dans Marche ou crève. Ah oui, maintenant que tu me le dis, c'est vrai. Oui, oui. Et oui, effectivement. Et oui, je le vois maintenant tout de suite. Bien sûr. Bah ouais. Donc, trop bien, trop content de cet épisode 5. Incroyable. Trop hâte de l'épisode 6, trop hâte d'être dimanche prochain. Enfin, lundi en réalité. Lundi, oui. Donc ouais, trop hâte pour voir la suite, quoi. Ah, Parce que là, putain, incroyable. Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas autant kiffé devant une série, hein. ah ouais, je suis content toutes les semaines de me poser pour mon épisode et tout. Genre, j'adore. Ouais, 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 c'est incroyable. Ok, est-ce que tu as vu d'autres trucs, écouté d'autres trucs qui sortent de l'ordinaire ou que tu veux nous dire? Qui sortent de l'ordinaire. J'ai pas écouté de musique particulièrement qui sortent de l'ordinaire, on va dire. Du Billy Joel?
Bah, voilà, par exemple. Ah, étonnant. Donc ça ne sort pas de l'ordinaire et sinon, est-ce que j'ai vu des choses qui sortent de l'ordinaire? J'ai beau réfléchir, mais je ne crois pas en cette semaine, Ouais, non, on en parlait tout à heu, l'heure en off, on n'a pas vu Insaisissable et on n'a pas vu Running Man, on les aura peut-être vus la semaine prochaine, on pourra peut-être en parler, quoi. au moins un des 2, je Bah pense, oui, ouais. bah oui. Et donc il OK. y a de ça. Voilà, moi j'ai failli me taper une déterre pour regarder Albert à l'Ouest, mais je l'ai pas fait. Tape-toi une déterre pour Voilà. regarder Jurassic Park. Ouais, je sais, mais j'arrive pas. OK, cool. Non, bah, écoutez, côté musique, pas grand-chose de plus, j'ai écouté un peu de Kiss, là, j'essaie de me mettre un peu à écouter du Kiss parce que c'est pas mal, en dehors de I Was Made for Loving You Baby que je déteste maintenant, mais le reste, c'est pas mal, Rock'n'Roll All Night, Bess, Hard Luck Woman, des choses, voilà, que dans ce style-là, Detroit Rock City évidemment, pour ne citer que les plus connus, Pas la mais chanson de Prince, rien à voir. la chanson de Prince? De quoi? Kiss. Ah, Kiss, oui, non, oui, bien sûr, ouais, super. Ah ah. Non, Pardon, pardon. Et termes de film, j'ai regardé, j'avais déjà vu Millennium, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de David Fincher avec Stellan Skarsgård, Daniel Craig et Rooney Mara et Christopher Plummer aussi. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un whodunit en gros. Et bah, Daniel Craig, c'est le mec de À couteau tiré, et Christopher Plummer, c'est le vieux de À couteau tiré 1. Et là, bah, en gros, c'est pareil. C'est Daniel Craig qui élucide un meurtre, et enfin, qui est un vieux meurtre, pour pas trop spoiler le film, quand même, qui est cool. Et donc Christopher Plummer qui l'engage, quoi, en gros, enfin, qui est à l'initiative du truc, quoi. Donc vraiment. Alors, par contre, pour ceux qui ont adoré À couteau tiré, hardcore, hein, ça c'est le À couteau tiré triste, à pleurer et à gerber, hein, donc voilà, c'est dur, mais moi j'adore ce film, qui est une adaptation d'un livre. allez le Et voir, c'est un Fincher. c'est mortel, franchement, c'est trop trop bien. De toute façon, c'est un Fincher, donc allez voir les Fincher C'est et trop trop regardez les bien. Fincher. Bah, tu l'as pas vu, toi, celui-là, en plus? Non. Ah, celui-là, il est vraiment bien. Et j'ai vu Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, un film au scénario écrit par Tarantino, avec Tarantino qui joue dedans, notamment, et Salma Hayek, et le rôle principal à George Clooney et à Harvey Keitel aussi, j'avais oublié. Donc Une nuit en enfer donc de Robert Rodriguez, et putain, c'était mortel, et ça, je vais spoil un peu. Enfin, je vais essayer de spoil sans trop spoil, mais en fait, bah, je vais pas spoil du tout même, mais en gros, il y a vraiment deux parties au film. Mais la deuxième partie, je Oui. n'ai jamais vu une partie qui peut se barrer autant en couille. Tu ne peux pas la prédire. C'est impossible de prédire ce qui va se passer dans la deuxième partie. Parce que globalement, le pitch et ce que tu vois, on va dire, la première heure, c'est un film de braquage et une fuite des États-Unis vers le Mexique. Donc tu suis George Clooney et Tarantino qui ont fait un braquage, ils prennent des gens en otage, tout ça, machin, un peu gangster, un peu le Mexique, tout ça. Enfin, tu t'imagines l'ambiance, quoi. Je ne spoil pas la deuxième moitié du film, mais la deuxième moitié du film n'a. Regardez-moi, je suis Oli, pardon, je suis Big Flo. Ça n'a rien à voir, mais rien du tout. Voilà, donc et vraiment c'était mortel, j'ai adoré. Franchement, c'est passé un très bon moment. C'était très très drôle. Donc allez voir Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, donc avec Georges Clooney et Quentin Tarantino, et Salma Hayek, c'est sympa aussi. Donc voilà. Oui, oui, oui. Et voilà, c'est Salma Hayek qui est une stripteaseuse dans ce film des années Ah, 90. Voilà. d'accord. Et pour ceux qui aiment le fait que Tarantino aime les pieds, bah ce film est très bien aussi. Voilà. Il y a des pieds. Il y a des pieds, il y a les pieds de Salma Hayek. Bah, je peux le Ah spoil, bon, hein, bah, vu qu'elle est stripteaseuse, à un moment elle fait une danse sur la table de là où il y a Tarantino, et genre elle met son pied dans la bouche de Tarantino et elle se verse du whisky genre sur le corps, et qui du coup genre ruisselle et goutte le long de son pied, et du coup genre il boit le whisky genre avec le pied dans sa bouche genre de Salma Hayek. Voilà. oh la vache, putain. Scène qui m'a fait hurler de rire, vraiment ça m'a fait mourir de rire. Donc voilà, et on a vraiment des gros plans de pieds et tout, enfin c'est terrible. Mais bref, c'était mortel. Et ben voilà, et ben je crois on va finir voilà, sur cette histoire de pieds. Le podcast de cette semaine. Ouais, quelle belle C'est conclusion. top. Quelle conclusion. Et bah écoutez, Ah oui. il y a la LDC, on vous a fait le programme, et sinon à part ça, bah moi je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, merci à vous d'avoir suivi, d'avoir regardé, d'avoir écouté ce podcast sur YouTube, sur Spotify. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast, un nouvel épisode de ça. J'ai trop hâte. On vous fait des bisous. C'était Papier, c'était Bulle. Ciao.